Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les cellules animales et les cellules végétales réalisent de nombreuses activités. Pour fonctionner, elles ont des besoins. Dans ce cours, nous mettrons en évidence les besoins des cellules animales et les besoins des cellules végétales. Nous verrons également comment la matière peut passer du milieu de vie jusqu'à la cellule. Dans ce cours, nous comparerons régulièrement les animaux et les végétaux. Nous verrons les points communs et les différences. Nous verrons également comment on peut relier les végétaux et les animaux. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Dans un premier temps, nous proposerons un problème, qui est une question qui n'a pas encore de réponse évidente. Nous répondrons à ce problème par des hypothèses. Ce sont des réponses provisoires qu'il va falloir vérifier. Nous choisirons alors une activité de recherche. Observation, expérimentation, documentation, modélisation. Nous obtiendrons des résultats qu'il va falloir interpréter. Nous aurons alors une conclusion qui répond au problème, qui permet de valider ou d'invalider les hypothèses. En classe de 6e, vous avez vu que tous les êtres vivants sont composés de cellules. Les cellules animales et les cellules végétales ont des points communs. Elles sont composées d'une membrane qui délimite un cytoplasme. Ce cytoplasme renferme un noyau. On retrouve la même composition chez les cellules végétales, membrane, cytoplasme et noyau. Cependant, elles possèdent en plus une paroi. Cette paroi permet de rigidifier la cellule. Les cellules rigides peuvent alors supporter le poids de la plante. Ces plantes vont avoir un port dressé alors qu'elles n'ont pas de squelette interne. Nous allons voir dans différentes vidéos les activités des cellules animales et des cellules végétales. Commençons par une activité des cellules animales. Nous allons observer des cellules musculaires. Vous avez pu observer qu'une cellule musculaire, une fibre musculaire, peut se contracter. Toutes ces cellules musculaires, mises bout à bout, si elles se contractent ensemble, vont rétrécir la taille du muscle et ainsi faire bouger le squelette. C'est ainsi que l'on fait un mouvement. Voyons maintenant l'activité des ostéoblastes. Ce sont des cellules qui fabriquent la matière osseuse. Voyons maintenant l'activité des neurones. Nous avons vu que ces neurones étaient capables de se connecter les uns aux autres, il y a donc un mouvement, mais en plus, ces neurones sont capables de fabriquer un message électrique qui va être transmis jusqu'au muscle. Observons maintenant une division cellulaire.
vous avez vu que les cellules sont capables de se diviser. Cette division se réalise chez l'embryon. On passe d'une cellule œuf à plusieurs cellules, mais elle se déroule également tout au long de la vie. On a sans cesse des cellules qui vont mourir et qui vont être remplacées par de nouvelles cellules. Cette division cellulaire nécessite de l'énergie pour se réaliser. Vous remarquez que cette division cellulaire se fait chez les animaux, mais se fait également chez les végétaux. Observons un mouvement spécifique chez les végétaux, le mouvement des feuilles de Mimosa pudica. Vous avez pu voir dans cette vidéo que les feuilles de Mimosa pudica sont capables de se mouvoir. Ce mouvement nécessite de l'énergie. Observons la fabrication d'une paroi et le déplacement des chloroplastes. Vous avez pu voir dans cette vidéo que les cellules renferment des sortes de petites structures de couleur verte. Ces petites structures s'appellent des chloroplastes. Ces chloroplastes se déplacent à l'intérieur de la cellule. Ce déplacement nécessite de l'énergie. De plus, une cellule végétale est composée d'une paroi. Cette paroi va être fabriquée par la cellule. La fabrication et les mouvements au sein d'une cellule nécessitent de l'énergie. Enfin, observons la reproduction du fucus vesiculosus. Dans cette vidéo, vous avez vu qu'une algue, le fucus vesiculosus, est capable de fabriquer des cellules reproductrices mâles et des cellules reproductrices femelles. Les cellules reproductrices mâles sont beaucoup plus petites que les cellules reproductrices femelles. Ces cellules reproductrices mâles sont capables de se déplacer grâce à des flagelles. Ce déplacement nécessite de l'énergie. Nous avons vu dans ces différentes vidéos que pour réaliser toutes leurs activités, les cellules animales et les cellules végétales ont besoin d'énergie. Les activités des cellules végétales et des cellules animales nécessitent de l'énergie. Nous allons donc proposer le problème suivant. Quels sont les besoins des cellules végétales et animales pour avoir de l'énergie? Proposons les hypothèses suivantes. Hypothèse 1. Les cellules végétales et animales fabriquent leur énergie à partir de glucose, qui est un sucre. Hypothèse 2. Les cellules animales ont besoin de dioxygène. On a pu voir en 6e que les cellules végétales avaient besoin de dioxyde de carbone. On peut donc proposer l'hypothèse 3. Les cellules végétales ont besoin de dioxyde de carbone pour fabriquer leur énergie. Commençons par vérifier l'hypothèse numéro 1. Les cellules végétales et animales fabriquent leur énergie à partir de glucose. Pour vérifier cela, nous allons choisir une activité de type expérimentation. Lorsqu'on réalise une expérimentation, il faut commencer par réaliser un protocole, c'est-à-dire la liste des étapes que nous allons suivre pour faire notre expérience. Cette expérience sera de type EXAO, c'est-à-dire expérimentation assistée
par ordinateur. Nous disposons d'une petite cuve que l'on appelle bioréacteur. Elle contient un petit bâtonnet blanc qu'on appelle un turbulent qui va tourner pour mélanger le liquide. Lorsqu'on aura rempli le bioréacteur de liquide, on y mettra un couvercle, on mettra en marche le turbulent pour qu'il puisse mélanger la solution et nous allons insérer différentes sondes. Ces sondes permettent de mesurer la quantité de dioxygène et de dioxyde de carbone à l'intérieur de ce bioréacteur. Vous remarquez qu'on peut ici fermer les petites fenêtres pour mettre ce bioréacteur dans l'obscurité. Nous allons ajouter des cellules végétales dans ce bioréacteur. Autre protocole, cette fois pour les cellules animales. Nous allons mettre des cellules de muscles de mouton dans un bocal. Ce bocal est relié à une sonde qui mesure la quantité de dioxygène. Cette quantité de dioxygène pourra être lue sur la console. On n'oublie pas de faire un bocal témoin sans cellules musculaires. Ce bocal contient également un tube qui contient de l'eau de chaux. L'eau de chaux est translucide et elle va se troubler en présence de dioxyde de carbone. Si les cellules musculaires fabriquent du dioxyde de carbone, alors l'eau de chaux va se troubler, un précipité blanc va apparaître. Observons tout d'abord les résultats pour les végétaux. On observe sur l'axe horizontal le temps de l'enregistrement et sur l'axe vertical les quantités de dioxyde de carbone et de dioxygène. Dans un premier temps, on n'injecte pas de glucose. On observe que la quantité de dioxyde de carbone reste stable et que la quantité de dioxygène reste également stable. Au bout de 2 minutes environ, on injecte du glucose, du sucre. On observe alors que la quantité de dioxygène diminue et que la quantité de dioxyde de carbone augmente. Observons les résultats pour les animaux, pour le muscle de mouton. On observe que dans le témoin, dans le bocal sans cellules, la quantité de dioxygène reste stable. En revanche, dans le bocal qui contient le muscle de mouton, la quantité de dioxygène diminue. J'observe que dans le bocal témoin, l'eau de chaux reste limpide. En revanche, avec les cellules musculaires, l'eau de chaux s'est troublée, on observe un précipité blanc. J'observe que près des cellules végétales, la quantité de dioxygène diminue lorsque le glucose est injecté. J'observe que la quantité de dioxyde de carbone augmente également lorsque le glucose est injecté. J'en déduis que les cellules végétales consomment du glucose et du dioxygène. Elles rejettent du dioxyde de carbone. J'observe qu'en présence de cellules musculaires, la quantité de dioxygène diminue. Elle ne diminue pas sans les cellules, c'est-à-dire dans le bocal témoin. J'en déduis que les cellules animales consomment du dioxygène. J'observe que l'eau de chaux se trouble. J'en déduis que les cellules animales rejettent du dioxyde de carbone. Si on réalise des mesures hexao, c'est-à-dire expérimentation assistée par ordinateur avec les sondes, comme pour les végétaux, on constate que les cellules animales consomment également du glucose.
Conclusion. Les cellules végétales et les cellules animales réalisent de nombreuses activités. Division cellulaire, déplacement, fabrication d'une paroi, fabrication des os. Ces activités nécessitent de l'énergie. L'énergie est produite à partir du glucose et du dioxygène. La réaction qui transforme le glucose et le dioxygène en énergie et en dioxyde de carbone s'appelle respiration cellulaire. Cette réaction se déroule au sein des cellules. La réaction de respiration s'écrit ainsi. Glucose et dioxygène sont à gauche de la flèche. Ce sont les réactifs. Dioxyde de carbone et eau s'écrivent à droite de la flèche. Ce sont les matières qui ont été produites. Cette réaction fabrique également de l'énergie qui permettra aux cellules de réaliser toutes ces activités. Les hypothèses 1 et 2 sont validées. Les cellules animales et végétales ont bien besoin de glucose, les cellules animales ont bien besoin de dioxygène. En revanche, l'hypothèse 3 n'est pas validée. On se rappelle qu'on avait proposé les cellules végétales ont besoin de dioxyde de carbone. Or, on voit ici qu'elles ont besoin de dioxygène pour fabriquer de l'énergie et elles rejettent du dioxyde de carbone. Petite parenthèse, vous remarquez que la réaction qui se déroule au sein des cellules, la réaction qui fabrique de l'énergie, s'appelle respiration. Ce mot respiration, on l'utilise souvent dans le langage courant. Ce mot, on l'utilise pour désigner les mouvements de nos poumons, c'est-à-dire l'entrée et la sortie de l'air de nos poumons. En réalité, ces mouvements ne s'appellent pas respiration. Ces mouvements d'entrée et de sortie de l'air de nos poumons s'appellent la ventilation. Le mot respiration en science est réservé à la réaction qui se déroule dans les cellules. Donc désormais, ne faites plus l'erreur. Lorsqu'on parle de l'entrée, de la sortie de l'air des poumons, on va parler de ventilation. Et lorsqu'on parlera de la réaction qui fabrique l'énergie dans les cellules, on parlera de respiration. Dans cette vidéo, on a vu que les cellules végétales et les cellules animales ont un point commun. Elles réalisent toutes les deux la réaction de respiration. Du glucose et du dioxygène sont consommés par ces cellules et du dioxyde de carbone et de l'eau sont relâchés. Les cellules végétales, lorsqu'elles réalisent la respiration, relâchent donc du dioxyde de carbone, tout comme les cellules animales. Dans une prochaine vidéo, nous verrons l'origine du glucose et également l'origine du dioxygène qui sont nécessaires à cette respiration.